Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les ans, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques organise une conférence publique pour clôturer l'année académique. Et cette année, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons ici, dans les salons de Carleton, Madagascar, avant de ranger nos cartables dans les placards, pour débattre d'un vaste sujet, les intellectuels et l'État. Pourquoi avions-nous choisi ce thème? Tout simplement parce que ces derniers temps, les intellectuels sont accusés de tous les maux, de lâches ou encore d'être coupables de laisser la situation pourrir, etc. Je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont sur ce plateau. Je commencerai par les dames. Madame Aimée Charline Ravonirine, institutrice publique de 1962 à 1997. Il y a aussi Madame Dina Jeanne, qui est historienne. Monsieur Maurice Bérandt, architecte. Monsieur Pilaza Joré, un ancien auditeur du CEDS. Et en dernier, et qui n'est pas, qui est un homme assez connu, le professeur Akoutarman Naslouf, cardiologue. Et sur ma droite, vous avez ici des observateurs professionnels de la vie publique. Je citerai Madame Fanzanarive Simonette, Monsieur Hervé Rakoutsanani, Monsieur Ismaël Azafnariv et Choua Vandemar Tafki. Et celui qui aura le mauvais rôle avec moi, à ma gauche, ici s'appelle Monsieur Solomon Jafnatanj, un auditeur de la 7e promotion du CEDS, médecin de profession. Et je veux rajouter par une petite définition de Jean-Paul Sartre sur les intellectuels. Les intellectuels sont des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Merci. Maintenant, je donne la parole à Solomon. Merci beaucoup, monsieur le délégué général. Madame, messieurs, je tiens tout simplement à rappeler le titre, les intitulés de notre débat d'aujourd'hui, les intellectuels et l'État, parlant de l'identité, les enjeux et les responsabilités. Sans plus tarder, nous allons inviter Madame Ravonirine et Charline qui va nous parler des intellectuels et le pouvoir. Après elle va intervenir Madame Dina Jeanne qui va nous parler des essais d'analyse historique sur le fameux non-dit Merne et Cotier. Le troisième intervenant, en la personne de Monsieur Pilaza Joré, va nous parler les intellectuels face aux opportunités de développement régional. Le quatrième intervenant va nous parler des rôles et des engagements des intellectuels dans la situation actuelle, et c'est M. Maurice Bérandt qui va nous parler de ça. En dernier lieu, mais pas les moindres, M. le professeur Souloufou Rakoutouarman à ma gauche va nous parler des fuites de cerveau en Afrique et en particulier à Madagascar. Aussi, sans plus tarder, j'invite Madame Ravonirine et Charline de prendre la parole. Madame. Merci beaucoup, monsieur. L'enseignement de mon temps va bien.
après la colonisation jusqu'à la Première République, parce que on a encore l'enseignement en français, et ça a été facile avec les enfants puisque le français était la deuxième langue. Et aussi les hautes autorités veillaient bien surtout sur l'enseignement, parce que de l'enseignement on arrive à tout ce qu'on veut être. Et le gouvernement a bien mené l'enseignement jusque-là. On nous a donné beaucoup de livres, on nous a fait beaucoup d'inspections, et de l'inspection, l'inspecteur nous parle bien, nous donne bien ce que nous devons donner aux enfants. Mais de la Première République jusqu'à nos jours, l'enseignement, je voudrais bien dire, ça a dégringolé. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé tellement l'enseignement par la politique. Le gouvernement, l'État, s'est mené dans la politique. Je parle de la Deuxième République. Pourquoi on a donné dans l'enseignement le socialisme? Et comme j'étais dans l'enseignement primaire, ça ne va pas pour la tête des petits qui, le plus âgé, 10 ans. Bon. Et je parle aussi de la Deuxième République. On engage les instituteurs comme ça. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme, jusqu'au BPC seulement. Je vous dis que le BPC, ce n'est pas un diplôme dans l'enseignement. Pour être vraiment un instituteur ou une institutrice, il fallait avoir le CAE d'abord, après le CAP, et ainsi de suite. Deuxièmement, ce changement de temps en temps, français, malgache. Pourquoi nous les malgaches, pourquoi on n'enseigne pas directement en malgache à partir de l'école primaire? Les malgaches, qu'ils ne parlent pas bien maintenant aussi. Le français, qui, de moins en moins, et voilà encore l'anglais. Je vous dis que, pour moi, l'enseignement, ça dégringole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame Dina, veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. Nous voudrions commencer par expliquer brièvement l'intitulé que nous avons donné à notre communication, puisque nous ne disposons que de 10 minutes. Pourquoi fameux? Fameux parce que tout le monde connaît le problème et en parle, du moins en privé. Et non dit, pourquoi? Parce qu'il n'y a que récemment qu'on a osé en parler officiellement. C'est quand on a déclaré que quand le président de la République est côtier, le Premier ministre doit être Merne et vice-versa. Qu'y a-t-il alors? Pourquoi ces différenciations vécues à Madagascar? Et pourquoi Merne et côtier et non pas les 18 groupes entre eux? Il doit bien y avoir une raison, l'histoire. Et justement, il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on en parle dans le cadre des intellectuels. Je reprends tout simplement ce qui avait été dit par monsieur le délégué général,
c'est qu'on nous accuse, nous intellectuels, de fuir nos responsabilités. Et là, j'interviens en tant qu'historienne, donc en tant qu'intellectuelle. Comme le dit l'intitulé de cet exposé, il s'agit d'un essai d'explication en se référant à l'histoire sur les différentes crises cycliques que traverse notre pays. Et puis, nous terminerons par des suggestions de solutions pour un développement durable et constant. En effet, nous trouvons que ces crises tiennent, entre autres raisons, à la négligence de notre histoire et donc de notre culture. Et puis aussi, un tout petit peu, je parle d'éducation, la non-considération de la place de l'école pour un développement durable. J'y tiens, parce que je partage la même conviction que la première intervenante du rôle primordial de l'école. Nous, Malgaches, nous voulons occulter notre histoire et la culture qui y fait suite et que nous vivons au quotidien. Il y a trop de non-dits et pourtant vécus. Quels sont les faits? Tout Malgache de notre époque, quel qu'il soit, reconnaît toujours à quel groupe de population il appartient. J'utilise à bon escient le terme de groupe afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Qu'est-ce que nous entendons par groupe de population? Au premier Malgache que vous rencontrez, demandez-lui s'il vient du sud ou de l'ouest. Par exemple, s'il est entendu, il vous répondra automatiquement par l'affirmatif s'il appartient à ce groupe, sinon il rectifiera s'il est Mahafal, Vezu ou Para. C'est des choses qui existent, dont il faut parler. Et pourtant, quand vous posez cette question en malgache, vous n'emprunterez pas une langue étrangère, comme cela se voit dans certains pays du continent africain. Vous utilisez le parler propre à la région de votre origine géographique, mais vous êtes compris sans problème par votre interlocuteur. Le malgache d'Antsranan ne se différencie pas du tout physiquement de celui de Tamatave, de Mournava ou d'Ambouima-Choua. C'est ainsi que je m'amusais régulièrement à aligner des étudiants ayant à peu près les mêmes traits au début de mon cours d'histoire générale de Madagascar, quand je l'enseignais dans les années 80-90 à l'université de Tulare, quand je commençais le chapitre sur les origines. Il se trouvait que ces étudiants venaient des différentes régions de l'île. Qu'y a-t-il alors? Pourquoi ces distinctions des Malgaches entre eux? Et pourquoi Mir Nécotier et non pas les 18 groupes entre eux? Il doit bien y avoir une raison, je me répète encore, l'histoire. Il faut savoir que tous ces grands pays que nous connaissons aujourd'hui ont tous eu leur part de périodes de conflits hégémoniques, intérieurs d'abord, puis une colonisation venant de l'extérieur. Tous les pays européens sont passés par là. Entre autres exemples, la France, dont la civilisation actuelle résulte de toutes les péripéties historiques depuis la colonisation romaine par la Gaule, en passant par celle des barbares et des vikings. L'Italie romaine. En Amérique latine, le Mexique, de Montezuma aux Espagnols. Ça, je vais reprendre cet exemple, parce qu'il y a une similitude avec le nôtre. Les États-Unis, ancienne colonie anglaise, et la Chine par le Japon, etc. Mais tout cela était de bonne guerre, disons, pour l'époque. Il nous appartient maintenant de le comprendre et d'agir comme tous ces pays que nous avons cités, qui ont vécu les mêmes histoires que nous, guerre d'unification nationale d'abord, puis guerre coloniale, sans parler des mouvements nationalistes avant l'indépendance. Il nous reste maintenant à saisir les opportunités de l'unité de la langue et de la culture, lesquelles, sous des formes de variété apparentes, sont comprises et se retrouvent partout dans l'île. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre troisième intervenant, M. Pilazajouré, s'il vous plaît.
Bon, tout d'abord, c'est un abcès, comme vient de dire le modérateur, que nous allons percer, que nous allons crever aujourd'hui parce que chez nous aussi, à Madagascar, comme il a été dit tout à l'heure, nous avons notre propre problème, je ne dirais pas de race peut-être, mais d'ethnie. Et là, je vais emprunter un peu et malgachiser peut-être ce qu'a dit Frantz Fanon au début des années 60, qui disait que entre Africains, on se traite de nègres. À Madagascar, est-ce que cela existe? Le débat sera ouvert tout à l'heure. Les Malgaches viennent de célébrer dans la liesse le 51e anniversaire de l'indépendance retrouvée du pays le 26 juin dernier. Un demi-siècle au cours duquel le pays a connu 4 grands soulèvements populaires, un coup d'État militaire, 3 républiques et 4 régimes de transition, sans parler de la révolte d'avril 1971 dirigée par le MONUMA. Après 50 ans d'indépendance, le pays se retrouve encore confronté à bien de problèmes et les régimes qui se succèdent se rejettent les torts à tel point que des anciens regrettent le temps béni des colonies sans vouloir plagier délibérément Michel Sardou. En effet, ayant fait partie du peloton de tête des pays de l'Afrique francophone vers la fin des années 60, début des années 70, Madagascar est actuellement classé dans le groupe des pays les plus pauvres de la planète. En 50 ans d'indépendance, on tire alors un bilan plutôt morose dans beaucoup de secteurs économiques, social, culturel et même sportif, des domaines qui naguère ont fait la fierté de l'île. La descente aux abîmes semble ne pas connaître de fond, économiquement parlant. La masse populaire, comme il a été dit, s'appauvrit et voit son pouvoir d'achat s'effriter de jour en jour. Certains politiciens, à mal d'arguments, s'évertuent toujours à dire que ce pays, entre guillemets, béni des dieux, regorge des richesses inestimables. Peut-on toujours continuer à donner crédit à cette assertion? Les intellectuels sont pointés du doigt et sont en quelque sorte tenus pour responsables du non-développement de Madagascar. Les intellectuels malgaches connaissent-ils bien leur pays ou se contentent-ils des connaissances héritées des recherches effectuées par des étrangers? Existe-t-il des connaissances vraiment malgaches, puisées à partir des réalités très malgaches et basées sur une vision intellectuelle correspondant aux exigences du développement local? Connaissances qui pourraient servir de vrais leviers pour le développement national. Le sociologue Dzuar Rakutnirine, qui vient de sortir un livre, affirme dans son ouvrage intitulé Madagascar, Waijamarna, que les intellectuels malgaches ne produisent pas assez d'ouvrages qui auraient contribué davantage au développement du pays, contrairement à ceux de l'époque coloniale, dont la cheville ouvrière de développement s'articulait sur une meilleure connaissance du pays. Il soutient en outre que la majeure partie des recueils et ouvrages sur Madagascar qu'on continue d'exploiter actuellement remontent encore de cette époque. Si l'on veut développer un pays, il faut commencer par mieux le connaître d'abord. Au début de l'ère coloniale, le général Gallieni, en tournée officielle à Fianarantsoa en 1897, déclara devant 20 000 Besléo: « Je n'ai pas à savoir quelle est votre religion, catholique, musulman, protestant ou adepte seulement du culte des ancêtres. Vous pouvez tous vous asseoir sur les bancs de nos écoles, apprendre notre langue, vous habiller des étoffes françaises renommées dans le monde entier. Vous apprendrez de nous à vous aimer, à aimer surtout la France, votre nouvelle patrie, et à devenir d'habiles ouvriers et de bons cultivateurs. » Il a bien dit devenir d'habiles ouvriers et de bons cultivateurs. Les colons savaient ce qu'ils voulaient et orienter, sinon adapter les réalités et potentialités locales au service du modèle de développement qu'ils souhaitaient. Si au début du XXe siècle, l'écrasante majorité des intellectuels malgaches était surtout constituée de mernes, en 50 ans d'indépendance, le pays en a formé des milliers, issus de toutes les régions et ethnies de l'île. Néanmoins, une question revient sans cesse. Contribuent-ils efficacement au développement de leur pays, de leur région d'origine? Répondent-ils aux attentes et aspirations de la masse populaire?
Avec l'effondrement de la Deuxième République, qui a été rappelé tout à l'heure, et la dégradation de l'économie nationale, on assiste à une fuite de cerveau, entre guillemets, côtier, vers Antananarivo ces 20 dernières années. Et pour pouvoir prétendre à une promotion rapide dans la hiérarchie de l'administration publique, les cadres côtiers choisissent de résider dans la capitale plutôt que de moisir en province. Moisir, c'est entre guillemets. Cité du savoir, Antananarivo offrira aussi plus de chances de réussite à leurs enfants au même titre que les enfants mernes. Nous nous souvenons qu'on parle toujours, on a parlé du contingentement régional dans les concours, contingentement national. Or que certains membres de l'intelligentsia, je vais dire merne, parce que on en parle sans frein, c'est à bâton rompu. Aujourd'hui, les intellectuels mernes étaient contre ça. Ils disaient que non, place aux plus méritants. Oui, c'est vrai. Mais par rapport à Antananarivo, imaginez qu'un enfant qui a suivi ses écoles primaires et secondaires à Midung du Sud, par exemple, ils n'auront jamais la même chance. Se disant pour la part victime d'un système de développement à 2 vitesses au détriment des provinces, ces, entre parenthèses, immigrés côtiers de Antananarivo sont taxés par l'intelligentsia merne d'être en quelque sorte à l'origine du retard de leur région. À la différence de leurs aînés ou parents d'avant les années 80 qui préparaient le repli de fin de carrière vers la ville ou le village natal, une bonne partie de la nouvelle génération des cadres côtiers, peut-être dont ma personne, préfèrent investir et vivre leur retraite dans la capitale pour diverses raisons. Et à titre d'exemple, l'éducation des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, les raisons d'ordre sanitaire, parce qu'il n'y a plus assez de médecins spécialisés dans les hôpitaux provinciaux. Les enfants, nos enfants, choisissent rarement de revenir travailler ou vivre dans leur ville d'origine. Donc, nous obligeons, nous les parents, indirectement à rester vivre avec et ou auprès d'eux, et donc bâtir quelque chose à Tana, parce qu'on ne peut pas rester vivre en louant une maison indéfiniment. Donc, nous construisons ici à Tana. Et puis, avec les avantages qu'offrent ces investissements de la capitale, parce qu'à Tana, c'est l'argent qui tourne ici, donc on peut facilement investir à Tana. Je reviens sur l'assertion de certains politiciens malgaches vantant la richesse inestimable de cette île bénie des dieux que j'ai citée plus haut. Si l'économie coloniale a pu prospérer, c'est que l'administration de l'époque, comme l'a si bien dit M. Zouhar Rakoutnirine, a su adapter aux réalités et potentialités locales leur politique de développement. Les régions ne manquent pas d'opportunités, mais c'est peut-être la volonté de faire qui échappe à nous, cadres côtiers. Nos 6 universités sont devenues des vrais viviers de connaissances et disposent en leur sein d'éminents chercheurs représentant toutes les matières grises nationales. Seulement, les fruits de ces recherches effectuées sont en général ignorés des supposés utilisateurs et bénéficiaires potentiels, ou qu'ils ne cadrent pas souvent à leurs attentes, ou encore qu'ils restent éternellement au stade expérimental, faute de moyens pour les reproduire à grande échelle. Ainsi, là des grèves à répétition, des membres du CSS, dont le motif principal, à leurs yeux, est d'ordre pécuniaire, des voix de simples citoyens commencent à s'élever pour interpeller sur le bien fondé des revendications. Ils auraient mieux compris si les intellectuels orientaient les recherches sur leur quotidien avec des résultats qui leur seront facilement accessibles, si les Anakampielezana revenaient chaque année, non seulement pour passer des vacances, mais avec des mini-projets d'investissement à bas prix qui peuvent leur être bénéfiques. Nous aimons toujours dire c'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident et ne soyons pas fatalistes. Alors, prenons l'expérience des mernes et adaptons-les chez nous. Nous avons aussi le soleil, l'eau, le vent, des terres cultivables, comme ce que la nature a offert aux mernes. Merci.
Vous allez tout de suite soulever le sempiternel problème des moyens matériels et financiers. Les intellectuels d'Alachoura et de Mazakanjina en ont aussi besoin. Mais bien que constituant un handicap majeur, cela ne les a pas empêchés de contribuer au financement de construction de routes en pavé, matériaux qu'on peut trouver facilement, d'ériger des bornes fontaines, d'animer la population au dragage d'un canal d'irrigation, c'est gratuit, des activités que chacun pourrait très bien accompagner dans son fief d'origine avec les moyens matériels et humains locaux. Pourquoi certaines régions arrivent-elles à décoller, tandis que d'autres attendent chaque année les mannes émanant de la main nourricière gouvernementale pour amorcer les réalisations? Certes, l'intelligentsia Merna n'a toujours pas raison de dire que les intellectuels côtiers seraient à l'origine du non-développement de leurs régions respectives, car l'histoire, comme il a été dit, a aussi sa part de responsabilité. Quelle race d'intellectuels les régions ont-elles besoin pour se développer? Ouvrons le débat. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pilazazoré, pour la qualité et l'honnêteté morale de votre intervention. On va passer tout de suite à